Là maintenant, on va entamer un volet sur les polynômes. Alors, polynôme, il faudra toujours penser que c'est à ne pas confondre avec fonction polynôme, on en parlera plus tard. Mais surtout, globalement, si je devais vendre les polynômes, je dirais on les retrouve partout. C'est pas l'objet central du programme d'algèbre. C'est un peu le couteau suisse du programme. Parce qu'on va le retrouver partout sous différentes formes. On va le voir d'abord naturellement, sous forme les équations polynomiales et les problèmes de racines, mais aussi en arithmétique avec des équations, mais la plus diophantienne, l'arithmétique des polynômes qu'on étudie en tant que tel. Dans les corps, construction de corps, comment on construit C, c'est important de savoir comment on construit C, et des extensions de corps en général, à l'externe plutôt, et on va retrouver bien sûr dans le monde de la réduction avec les polynômes minimaux, polynômes caractéristiques. C'est même à la fin de l'histoire de la réduction, c'est avec les polynômes que ça se termine, parce que ce sont des polynômes invariants de similitude qui nous permettent de comprendre le fin mot de la réduction, c'est-à-dire à quelles conditions nécessaires et suffisantes de matrices sont semblables. Donc là, vous voyez que c'est quand même plus qu'un couteau suisse, je dirais que c'est le bon gros géant, quoi. Il vient nous aider, altruiste et tout. Voilà. Définissons l'anneau de polynôme. D'abord, A, on va partir de A, un anneau, c'est important qu'il soit unitaire, et puis très rapidement, il va être intègre, donc deux éléments non nuls. Quand on les multiplie, ça donne un élément non nul. Et on définit A de x, l'anneau de polynôme sur A, comme l'ensemble des suites presque toutes nulles à valeur d'en A. Alors presque toutes nulles à valeur d'en A, donc c'est des éléments, voilà la suite, je l'appelle A souligné. A0, A1, A2 jusqu'à AN, c'est presque tout nul, donc à partir d'un moment, ça va être 0. Il va y avoir un dernier qui va être ici non nul, et tous ces éléments AI sont dans grand A. Voilà, donc c'est une suite. Alors, si on suppose AN différent de 0, j'appellerai le degré de A, N, ce dernier non nul. Attention, on commence par 0. Maintenant, oui, on va lui mettre une structure d'anneau. Donc, on additionne les suites terme à terme. C'est normal que si les suites sont presque toutes nulles, quand on fait la somme de deux suites presque toutes nulles, c'est quelque chose de presque tout nul. Et ici, on les multiplie avec le produit de Cauchy, Cn, c'est la somme des AL BK, quand C, c'est la suite A fois B, pour L plus K égale N, c'est le produit de Cauchy. Voilà. On a donc ici une structure d'anneau sur A de x avec plus et multiplié. Même une structure d'anneau unitaire, puisque vous avez, comme A est unitaire, vous avez un 1 de A, et vous regardez cette suite-là, et vous voyez que c'est un 1 ici, que je mets en bonne fonte pour montrer, pour le distinguer de ce 1-là, mais ça ne va pas durer. D'accord ? Alors pourquoi ça ne va pas durer? Parce que, en fait, on a une injection de grand A dans A de x. Regardez, à un élément petit a de grand A, on lui associe la suite presque toute nulle A et que des zéros. Et ce n'est pas qu'une injection ensembliste, c'est une injection pour la loi plus et pour la loi multipliée, c'est une injection d'anneaux. Par exemple, si vous multipliez A0 par celui-ci A0 et que des zéros par B0 et que des zéros, et vous avez A0, B0 et que des zéros, grâce au produit de Cauchy. Vous avez la même chose pour l'addition. Voilà. Ça veut dire qu'en tant qu'anneau, A s'injecte dans A de x. Et ça veut dire finalement qu'on va bientôt
confondre cette injection, on va faire comme s'il était inclus. Et ça veut dire que l'unité, le 1 ici de A, ben ce sera pareil que l'unité de A de X. Voilà. Donc ça, ce petit détail est important. Maintenant, si A est intègre, ben on a vu que à une extrême, c'est-à-dire 0 pour A et 0 pour B, eh ben, le produit devenait A0, B0. Il n'y a qu'un seul couple LK qui va donner 0 ici, c'est 0, 0. D'accord ? De la même manière, l'extrême de l'autre côté, on va prendre par exemple n, le degré de B, et m, le degré de A. Et ben, le plus grand non nul dans C sera en m plus n, et ce sera AM fois Bn, à cause encore de ce produit de Cauchy. Mais comme A est intègre, ce AMBN est bien non nul, puisque par définition du degré, AM va être non nul et BN sera non nul. Voilà. Donc on a que le degré de A fois B, c'est le degré de A fois le degré de B. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on appelait le degré 0, vous voyez que ces éléments-là sont de degré 0, maintenant on va aller vers le degré 1. Et le degré 1, ben, on va mettre pareil, comme on a mis l'unité ici, on va déplacer ici ce 1 ici, et on va commencer à explorer cet objet-là, qu'on va appeler grand X. Et là, on se rend compte que x fois x, bah, c'est simplement par le produit de Cauchy, 0, 0, 1, et avec que des 0 ici. Et x fois x, bah, le 1 se déplace à la 4e place, et x puissance k, et bah, le 1 se déplace à la 4 plus 1e place. Voilà. Ce qui va faire que on a vraiment comme une espèce de base canonique, hein, on peut l'appeler même comme ça, c'est la base canonique de l'espace des suites presque toutes nulles, d'accord? Et on va pouvoir écrire, alors je dis base, mais je ne devrais pas le dire parce qu'on est sur un anneau, mais ça a le parfum de la base canonique, donc c'est base canonique pour l'instant entre guillemets, on va préciser ça tout de suite, mais on a ce même parfum, c'est-à-dire que tout élément de A de X peut se décomposer de manière unique en A0 fois 1. Alors ce 1, attention, hein, c'est ce 1-là, c'est l'unité de A de X, mais en tant que suite, c'est cette suite-là. Donc A0 fois 1, plus A1 fois X, plus A2 fois X2, jusqu'à AN fois XN, et on s'arrête au degré, d'accord, au degré N de A. Et donc cette décomposition, étant donné que justement, on a vu ça comme des suites, d'accord, et ben, il y a existence, évidemment, et unicité, évidemment aussi, puisqu'il y a unicité de chaque composant. Voilà. Maintenant, donc, j'ai dit que j'y venais. Très souvent, A sera un corps, parfois ce sera un anneau, hein. Ça pourra être l'anneau Z, si on regarde des équations Diophantien, ou si on veut regarder juste des propriétés arithmétiques, mais ça pourrait être un anneau K de Y, qui serait de X. Et comme ça nous permet d'avoir des polynômes à 2 variables, et ça, là, ça ouvre des perspectives, puisqu'on peut voir qu'on aura des polynômes à 3 variables, 4 variables, comme ça. Donc c'est vraiment intéressant de voir A, de regarder des polynômes sur un anneau, et on va voir que, à condition qu'il ait des bonnes propriétés, intègres, unitaires, etc., et ben il va y avoir pas mal de choses qui vont se généraliser de K à... Voilà. Maintenant, donc, on change toutes les notations. Hein. On prend A, un anneau unitaire intègre, on va regarder A de X, si A c'est un corps, on l'appelle K de X. Maintenant, P, un polynôme donc de A de X, il se décompose de la forme AN, XN, plus, etc., plus A1X plus A0. On oublie l'unité, 1, hein, et les AI sont tous dans A. Et je prends AN, différentes zéros, ici,
d'accord, pour que le degré soit de P soit N. Voilà. Alors maintenant, avant de regarder l'arithmétique des polynômes, où là, ça va être quels sont les points communs entre a de x et, par exemple, z et d'autres objets qu'on a vus. Donc l'arithmétique va essayer de normaliser cet objet. Mais là, avant, regardons ses spécificités. Et on va voir comme ça que a de x va être quelque chose d'omniprésent dans les mathématiques. Bon, d'abord, une spécificité, donc c'est un outil, c'est le degré. Le degré, c'est quoi? Ben, à a de x, on lui associe un élément de a de x, on lui associe un entier, mais ça peut être aussi moins l'infini. On va voir pourquoi. Ben, P, si on prend un polynôme P, ben, s'il a un élément non nul dans sa décomposition, eh ben, on prend le plus grand ordre de l'élément, c'est n non nul, et ce sera n le degré. Mais s'il n'y a pas d'élément non nul, ah, là on est embêté. Donc c'est le cas uniquement pour le polynôme nul, d'accord, puisqu'il y a unicité de la décomposition. Donc pour le polynôme nul, ben, on lui associe moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Ben, vous avez peut-être compris que ce qu'on avait, c'était que le degré de PQ, c'est le degré de P plus degré de Q. Ça, c'est assuré par le fait que l'anneau est un tel. Et donc que le degré agit comme un logarithme. Il est logique que le logarithme de 0, ce soit moins l'infini. Si vous voulez, moins l'infini est absorbant pour l'addition. D'accord? Voilà. Et en plus de ça, il est plus petit, parce que vous allez me dire, gros malin, on aurait pu prendre plus l'infini. Oui, mais il est plus petit que les autres. Et ça va être important pour la relation d'ordre des degrés. Ensuite, dans les spécificités des polynômes, donc ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, même si c'est des anneaux principaux, euclidiens, factoriels, etc., ce que vous n'allez pas trouver ailleurs, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'on peut évaluer. D'abord, on évalue en un lambda dans A. L'évaluation F indice lambda, l'évaluation en lambda, c'est une application de A de x dans A qui a P associe ce qu'on appelle P de lambda. Et regardez, P de lambda est défini comme ceci. Avec P ici, ben vous avez P de lambda, c'est AN lambda n plus AN-1 lambda n-1 jusqu'à A1 lambda plus A0, et c'est bien dans A. Alors, c'est bien dans A, donc on a vérifié que c'est bien dans A. Est-ce que ça part bien de A de x? Oui, parce qu'on sait, d'accord, que P détermine de façon unique les AI. D'accord? Parce qu'il y a unicité de la décomposition, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tout l'intérêt de la construction de tout à l'heure. D'accord? Pour avoir ceci. Qu'on n'aurait pas pu faire avec des fonctions polynômes. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et donc maintenant, cette évaluation de A de x en A, c'est ici on a un anneau, ici on a un anneau, donc on a un morphisme d'anneau. D'accord? Donc on avait vu qu'on avait un morphisme d'anneau de A dans A de x, cette injection canonique en quelque sorte, mais on a plein de morphismes d'anneau de A de x dans A, à chaque fois qu'on a un lambda dans A. Voilà, on en reparlera encore de cette évaluation. Mais, bien sûr, il y a aussi une autre évaluation, on peut carrément évaluer un polynôme en U, un endomorphisme d'un K espace vectoriel E. Et l'évaluation en U, on l'a déjà vu, hein, c'est K de x donne dans L de E, qui à P donne AN UN plus AN-1 UN-1 jusqu'à A1 U puissance 1. Donc voilà, ça c'est pour la loi ronde, évidemment. Hein. Et A0, alors attention, A0, ici, ça vaut le coup d'écrire I de E. Hein, d'accord? Et là, on a une algèbre, là, on a une K-algèbre, et c'est un morphisme d'algèbre. Pareil, ça c'est bien un endomorphisme, d'accord? Hein, ceci est bien un endomorphisme, donc ça va bien dans L de E. Et c'est bien défini à gauche ici, parce que les AI sont définis de façon unique à partir de P. D'accord? Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, on va continuer. On a vu ce qui différenciait
l'ensemble des polynômes ou l'anneau des polynômes des autres anneaux. Là maintenant, on va voir ce qui les relie aux autres anneaux. Alors, ici, on va travailler sur K, et on va faire de l'arithmétique des polynômes. Qu'est-ce que j'appelle l'arithmétique des polynômes? D'ailleurs, on va passer assez rapidement. Ça part du fait que si vous prenez A et B dans le cas de X et B non nul, alors on peut toujours avoir une division euclidienne, d'accord? Et dans une division euclidienne, là, le degré va jouer le rôle de Stas. Dans Z, on a une division euclidienne où c'est la valeur absolue qui joue le rôle de Stas. Bon, ici, ça veut dire qu'il va exister Q et R, en fait uniques, tel que A égale BQ plus R, d'accord, et tel que R est de degré strictement plus petit que degré de B. Alors si vous voulez rajouter ou R égale 0, si vous estimez que 0 n'a pas de degré. Mais comme on a estimé que le degré de R c'était moins l'infini, et que moins l'infini, on sait qu'il est plus petit que tout le monde, vous voyez, ça sert. Eh bien, on peut ici s'en passer. Voilà, ça dépend des conventions. Alors, on a existence et unicité de ce quotient et ce reste. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que à chaque fois que n est supérieur, l'existence, à chaque fois que n est supérieur au degré de b, qu'on va appeler m, on peut toujours dire que bm xn moins b grand B xn moins m, n moins m est positif ici, grâce à ça, positif ou nul, et bien on a une élimination des termes en xn, comme ça, d'accord? Et comme on a une élimination des termes en xn, et ben ça va être de degré strictement plus petit que n. Voilà. Et donc, ça nous permet de faire une récurrence. C'est vraiment l'algorithme de division des polynômes tel que vous le connaissez. Bon. Maintenant, vous allez me dire, on ne va pas toujours rencontrer dans A, quand on va faire l'algorithme, BM ici. Ben non, on va rencontrer dans A des monômes X exposant N, parce que je n'avais pas dit que ça s'appelait des monômes. Mais ce sont des monômes. Et il va falloir regarder X exposant N. Donc, comme BM est non nul, et là on se sert du fait qu'on est dans K, on peut diviser par BM, et le degré de xn moins BM puissance moins 1, donc l'inverse, de BXN moins M, est aussi strictement plus petit que N. Et c'est à partir de là qu'on fait notre récurrence. Ça va être important quand je vais dire quelque chose tout à l'heure par la suite. Donc, bon, je vous laisse regarder plus précisément, si vous en avez besoin, comment cette formule permet par récurrence descendante d'obtenir un quotient et un reste. Maintenant, l'unicité. Regardons l'unicité. Alors, on suppose qu'il y a deux couples, QR, donc Q1, R1 et Q2, R2, qui vérifient ça, avec bien sûr la condition sur le degré. Alors, en écrivant l'égalité, en passant ce qu'il faut là où il faut, en assemblant ce qui se ressemble, eh ben on aurait Q1 moins Q2, facteur de B, égale R2 moins R1. Mais ça, c'est pas possible sans que ce soit nul. C'est-à-dire que si c'était non nul, eh ben ici, on aurait quelque chose de plus grand que le degré de B. Alors qu'ici, quand on ajoute deux polynômes de degré strictement inférieur à n, on a forcément, il n'y a pas génération spontanée, on a forcément un polynôme de degré strictement inférieur à n. Donc ici, c'est de degré strictement inférieur à m, d'accord, forcément, et là, c'est de degré supérieur à m, sauf si ici c'est moins l'infini, évidemment, si ici c'est nul. Donc on a bien Q1 égale Q2 et donc R1 égale R2. Voilà. Et là, c'est la grande piste de bobsleigh. Tout idéal est principal. D'accord? Je vous rappelle, tout idéal est principal. On va prendre un élément de degré minimal. C'est possible parce que le degré, il est dans n. D'accord? On va prendre un élément dans un idéal qui va être minimal et on va faire la division euclidienne par cet élément de degré minimal.
et on va voir que le reste, forcément, est nul par la définition des idéaux et de la division euclidienne, tout ça. Bon, donc tout idéal va être principal, donc tout idéal est engendré par un seul élément en tant qu'idéal, ça on l'a vu déjà avec l'arithmétique de Z. Donc on va avoir des identités de Bezout, voilà, donc avec des PGCD, avec des PPCM, etc., etc. Donc avec Bezout, on va avoir un lemme de Gauss, et donc avec le lemme de Gauss, par récurrence, on va avoir la factorialité. Alors attention, on va avoir un lemme de Gauss, il nous faut, et un lemme d'Euclide aussi, il nous faut la notion d'irréductibilité, bien sûr, comme dans Z, mais faites attention, on dit bien irréductible sur K de x. Dites toujours irréductible sur K de x. Par exemple, le polynôme x2 plus 1, il est irréductible en tant que polynôme de R de x, mais il n'est pas dans C. Donc toujours dire irréductible sur quelque chose. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va considérer comme acquis, parce qu'il n'y a qu'à calquer la preuve sur Z. Maintenant, je vais aller un peu plus loin dans tout idéal et principal. Oui, mais engendré par quoi? Par un élément, est-ce qu'on peut avoir une unicité? Et c'est là où j'aurais presque dû commencer par ça. Quand on attaque un anneau, il faut toujours regarder les inversibles. Les inversibles de K de x, il se trouve que c'est les non nuls de K. Ben oui, pourquoi? Parce que quand vous prenez PQ égale 1, d'accord, puisque P est inversible, il existe Q tel que PQ égale 1, ben vous regardez le degré, ben le degré de P plus le degré de Q, c'est le degré de 1, donc c'est 0. Donc ça veut dire que ça force forcément P et Q d'avoir un degré nul, tous les deux, d'accord, et en plus ils sont non nuls, et la réciproque elle est évidente, tout élément de K étoile est inversible. Alors je vous rappelle qu'on a injecté K dans K de x, c'est-à-dire qu'on voit un scalaire comme un polynôme scalaire. De la même manière, on peut montrer que A de x, les inversibles, j'aurais dû mettre les inversibles ici, les inversibles de A de x, et c'est exactement les inversibles de A. En tout cas, ils sont au degré 0, et après, bien sûr, il faut que ce soit aussi inversé. Voilà. Alors maintenant, à quoi ça sert? Déjà, on prend un polynôme non nul, il va exister, ça sert très très souvent, un unique polynôme unitaire, qui va être égal, alors on est dans K de x, il existe un polynôme unique unitaire, P0, tel que P égale lambda P0. Et là, il est unique. Or, quand vous avez deux idéaux qui sont égaux, P et Q, engendrés par P et Q, ça veut dire que P est multiple de Q, Q est multiple de P, ce multiple qu'on va mettre sur P pour obtenir Q, il va avoir pour inverse le multiple qui, partant de Q, va donner P, donc ça va être un inversible, ce qui veut dire, d'après ça, que P et Q sont égaux à un scalaire multiplicatif près non nul. D'accord? Ici. Donc, ça veut dire que si on le choisit unitaire, ce générateur, alors il va être unique. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est important. Et par exemple, le polynôme minimal, qui va être le générateur du noyau de l'évaluation U, on a besoin de dire le polynôme minimal. Oui, parce qu'il est unique, parce qu'on l'a choisi unitaire, le polynôme minimal d'un endomorphisme U. Voilà. Donc, toutes ces histoires maintenant d'unitaire, quand on va prendre un irréductible, on va le prendre unitaire. Quand on va prendre des PGCD, ce sera unique parce que ce sera unitaire. D'accord? Quand on va prendre un PPCM, ce sera unique parce que ce sera unitaire. Tout ça, toute l'arithmétique, c'est comme ici dans Z, où on prenait la valeur absolue, et donc deux éléments qui ont la même valeur absolue, ils sont égaux au signe près, donc on prend le positif. Donc les premiers, les éléments irréductibles, on les prenait positifs, les PGCD, on les prenait positifs, les PPCM, on les prenait positifs. Le positif, l'utilisation du positif dans Z va devenir l'utilisation de l'unitaire dans K de x.
Voilà. Alors, une dernière chose, la division euclidienne. A de x, si A est un anneau, toujours unitaire intègre, A de x n'est pas euclidien. On ne peut pas diviser deux polynômes de A de x et obtenir comme ceci une division euclidienne avec des éléments dans A de x. Et on voit bien où, parce que ici, d'accord, je vous avais dit qu'on y reviendrait, ici, on a été obligé d'inverser bm-1. Et bm, on était sûr qu'il était non nul parce que le degré de b, c'est m, d'accord? Mais bm n'est pas clairement inversible si on travaille sur un anneau. Donc, A de x ne va pas partager avec K de x toutes ces belles propriétés arithmétiques. En revanche, il faut retenir qu'on peut diviser, on peut continuer à faire marcher la machine si B est un polynôme unitaire, d'accord? Ou si Bm, d'accord, ici, est inversible dans l'anneau. Bon, alors, disons que dans A de x, on peut diviser de façon euclidienne un polynôme A par un polynôme B, à condition que B soit unitaire. Voilà, maintenant, on avait un idéal avec l'arithmétique des polynômes. On sait que tous les idéaux de K de x sont engendrés par un seul élément, c'est-à-dire principaux, et uniques si on les choisit unitaires. Et maintenant, on regarde ce qui se passe dans le quotient, on va voir ce qu'on peut faire de ces quotients, comment on peut les considérer. Ici, K de x sur P, j'affirme que si le degré de P est égal à n, alors K de x sur P est un espace vectoriel de dimension n, avec pour base, qu'on peut dire canonique, 1, les classes de 1, x, jusqu'à la classe de x puissance n-1. Donc c'est bien de dimension n, à partir du moment où on montrera que ça c'est une base. Avant de le montrer, regardez, la dimension de K de x sur P, ça c'est une formule choc, c'est le degré de P. D'accord? Voilà. Hein, donc ça, c'est à bien se rappeler. Hein, ça va être un espace vectoriel de dimension degré de P. Alors, bon, effectivement, K de x c'est un espace vectoriel, c'est engendré par un x, xn, etc. Donc, K de x sur P, je vais le mettre, est un espace vectoriel qui va être engendré par un x, xn, etc. mais juste les classes modulo P, d'accord? Voilà. Donc pour l'instant, on a une partie génératrice ici, mais qui est infinie, puisque on est parti de l'image d'une partie génératrice. Hein, on sait que quand on a une surjection, hein, comme c'est le cas, hein, le cas de x, c'est ce qu'on appelle la surjection canonique, hein, ici. On a une surjection, alors l'image d'une partie génératrice est toujours génératrice. Donc ça, c'est générateur. Bon, maintenant, on va extraire de cette famille génératrice une famille libre et encore génératrice, donc une base. Et en fait, c'est celle-ci. Génératrice. Pourquoi c'est générateur? Parce que si on prend un élément quelconque là-dedans, il faut le décomposer là-dedans. Donc cet élément quelconque là-dedans, je l'écris A bar, il vient d'un polynôme A. A, je le divise par P, donc j'ai un reste R, A égale PQ plus R, avec le degré de R strictement inférieur à N. Maintenant, je mets un bar, je fais la commutation avec les opérations, et ça fait A bar égale P bar Q bar plus R bar. Mais P bar, ça fait 0, donc il ne reste plus que R bar. Et R bar, c'est la somme, si j'appelle RI les coefficients du polynôme R, de Rn-1 xn-1 jusqu'à R1 x tout court plus R0, 1, avec des barres dessus, hein, parce que c'est R bar. Et il y en a jusqu'à n-1 parce que le degré de R est strictement inférieur à n. Voilà. Voilà, c'est fini. A bar, c'est bien décomposé dans cette famille-là qui devient génératrice. Maintenant, pourquoi elle est libre? Parce que si la somme pour k égale 0, je regarde une combinaison linéaire de k égale 0 à n-1 de lambda k x bar puissance k égale 0 bar, alors je peux mettre
je peux prendre ce bar-là avec la commutation avec les opérations et mettre un bar ici, et c'est égal à 0 bar, et ça veut dire que P divise cet élément, qui est un polynôme, mais ça c'est un polynôme de degré n, et ça c'est un polynôme de degré n-1 sur k. Donc forcément, c'est obligé, pour des raisons de degré, que c'est le polynôme nul. Voilà. Donc on a montré que c'était une base et on a démontré cette formule. Maintenant, une application quand même assez célèbre, c'est que si on regarde l'évaluation en un endomorphisme, hein, donc on va de K de X dans L de E, donc E c'est un espace vectoriel de dimension finie, et du coup, bah, on a un polynôme minimal mu U non nul, unitaire, et comme noyau, donc le noyau de l'évaluation c'est un idéal, comme c'est un idéal, il est principal, comme il est principal, il a un générateur qu'on peut prendre unique, unitaire, c'est le polynôme minimal, et donc on sait quand on a un morphisme d'algèbre, qu'on a un isomorphisme entre le quotient par le noyau et ici l'image, donc on va avoir un isomorphisme entre K de X quotienté par mu U et l'image, c'est-à-dire les polynômes d'endomorphisme, K de U. Hein, donc c'est ça qu'on a vu dans le cours 7. Ben oui, mais maintenant, comme ils sont isomorphes, ça veut dire que la dimension de K de U est égale à la dimension ici, mais la dimension ici, c'est le degré du polynôme minimal d'après ce qu'on a vu là. Donc la dimension de K de U, c'est le degré du polynôme minimal. Voilà. Avec, bon, bien sûr, si on vous demande une base de ça, et bien forcément une base, il va falloir translater ici la base qu'on avait trouvée ici, là, c'est-à-dire qu'on aura comme base identité U, U2 jusqu'à U puissance n-1, si n, c'est le degré du polynôme minimal. Voilà. Là, parler de polynômes, on est obligé de parler des racines. Les racines, c'est même pas la peine de motiver le problème de la recherche des racines d'un polynôme, c'est vieux de 4000 ans. Construire pareil ouvrage il y a 4000 ans, il fallait être visionnaire. C'est une grande partie des motivations, des problèmes des mathématiques. La question est posée, on prend K d'un corps, P dans K de X, lambda une racine de P, si P de lambda égale 0. Et bien, trouvez, P donné, quelles sont les racines lambda de P. D'accord? Bien. C'est une question intéressante, mais difficile. Si c'était facile, il n'y aurait pas eu 4000 ans de recherche là-dessus. Le canal a été construit il y a seulement 86 ans. Ah bon? Et en attendant, c'est toujours intéressant de dualiser un peu. Alors dualiser, il n'y a pas de dualité comme on l'entend dans les espaces de dimension finie. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les espaces de dimension finie, il y a le dual qui agit sur l'espace. Là, ici, il y a des polynômes qui agissent sur les racines. D'accord? Donc, on pourrait dire qu'il y a une similarité. Mais là, on ne peut pas retourner la situation et dire que ce sont des relations réciproques. Non, pas du tout. En attendant, on peut poser la question réciproque. Bon. Lambda donné, quels sont les P tels que, donc K de X, tels que P de lambda égale 0. Alors cette question est plus facile, parce que K de X est plus riche, et on a l'évaluation en lambda, ce qui veut dire que cette question se pose en ces termes, quel est le noyau de l'évaluation en lambda? Donc, quel est l'ensemble des P tels que P de lambda égale 0? Alors là, on sait répondre, parce que le noyau de l'évaluation en lambda, c'est engendré par un seul élément, d'accord, unitaire, pour le rendre unique, d'accord. Mais, comme on sait, donc je l'appelle mu lambda, mais comme on sait que x moins lambda annule lambda, puisque lambda moins lambda, ça fait 0, et bien, x moins lambda, il est dans ce noyau, donc il est multiple de mu lambda. Donc mu lambda est de degré inférieur ou égal à 1. Mais s'il était égal à 1, alors il y aurait égalité. S'il était égal à 0, alors
comme il est unitaire, il serait égal à 1, mais 1 de lambda, ça fait 1. Donc, ça ne fait pas 0. Hein, quand on évalue 1 en lambda, c'est 1 par définition. Donc, ça, c'est pas possible, ce qui fait que mu lambda, c'est bien x moins lambda. Donc, le noyau de l'évaluation, c'est l'idéal engendré par x moins lambda. Si vous préférez, c'est l'ensemble des multiples de x moins lambda. Donc, on a la proposition hein, que p de lambda égale 0, si et seulement si x moins lambda divise p. La partie difficile, c'est celle-là qu'on vient de faire. L'autre, c'est la partie facile. Si x moins lambda divise p, vous évaluez x en lambda et vous avez 0. Et donc, par divisibilité, vous avez forcément 0 ici. Je propose une autre méthode, parce que ici, c'était un peu triché, on avait un corps, et k de x, il était euclidien, donc principal. Donc, on va le faire pour les anneaux. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que x moins lambda, il est unitaire. Et donc maintenant, si on est sur un anneau, c'est-à-dire a de x, toujours l'anneau intègre, unitaire, etc., avec unitaire, hein, je veux dire, ici vous avez votre polynôme unitaire, ben, je vous l'ai dit, on peut diviser p par un polynôme unitaire, donc en particulier par x moins lambda. Donc ici, on a x moins lambda on pose la division p par x moins lambda, ce qui est possible sur un anneau, bon, sur un corps évidemment, mais sur un anneau, p est égal à x moins lambda fois q, plus un polynôme de degré strictement plus petit que 1. Mais strictement plus petit que 1, bah, ça veut dire que c'est le polynôme que j'ai appelé petit r, qui est dans K. Du coup, j'ai mis une notation en minuscule, parce que, bon, c'est un polynôme, d'accord, mais c'est surtout un scalaire. Voilà. Alors, maintenant, comment montrer hein, que x moins lambda divise p? D'ailleurs, ça, c'est intéressant de le penser comme ça. La division euclidienne est une machine à checker la divisibilité. Vous voulez montrer que x moins lambda divise p, il est normal de diviser, d'effectuer, je veux dire, la division euclidienne de p par x moins lambda. Donc ça, c'est logique de le faire. Et sur un anneau, c'est possible en plus. Donc c'est normal de le faire, mais c'est possible sur un anneau parce que x moins lambda est unitaire. Et donc, quelle est la réponse? Ben, la réponse est simple. Hein. Si r égale 0, alors ça divise. La réponse est oui. Si r est différent de 0, alors la réponse est non. Tout simple. D'accord? Donc voilà comment on utilise cette division euclidienne. Bon, et bien maintenant qu'on a cette formule, on a une formule qui est au niveau des polynômes, au niveau de a de x. On l'évalue hein, d'accord, en lambda. Et on évalue en lambda, ça fait p de lambda qui d'une part est égal à 0, puisque par hypothèse, et d'autre part, quand on évalue, on voit que c'est égal à r. D'accord? Donc, ça fait que r égale 0. Voilà. Donc, c'est la méthode qui marche sur un anneau. On a montré ça sur un anneau, parce que dans l'autre sens, c'est toujours évident. Alors, par exemple, si on travaille sur a de y, j'ai mis y, où a, c'est justement k de x. Donc, je vous ai dit, ça, c'est l'astuce de base pour attaquer les polynômes à plusieurs indéterminés. Eh bien, donc on va prendre le polynôme, donc on prend un polynôme p que je peux voir à la fois sur à un déterminé y ou à un déterminé x, mais je regarde p de y moins p de x comme polynôme de a de y, c'est-à-dire que les coefficients sont dans a, c'est-à-dire dans k de x. Donc ça par exemple, ça va faire partie des coefficients de degré 0. Donc ça s'annule. Donc vous pouvez évaluer y en un élément de a. Ce lambda là, je vais le poser égal à grand x. Hein, puisque lambda, grand x, il est dans a. Donc je peux poser y égale x. Ça veut dire que j'évalue en x. Et quand j'évalue en x, ça fait 0. Ça fait p de x moins p de x. Donc ça veut dire que c'est divisible par y moins x d'après la proposition. Voilà un exemple d'utilisation. Vous avez montré que p de y moins p de x était divisible par y moins x. Je vous rappelle que ça, on s'en est
servi quand on a voulu montrer que le polynôme caractéristique divisait une puissance du polynôme minimal dans la vidéo 6 du cours 7. Hein. Voilà. Alors, ici, c'est fait. Maintenant, comme corollaire, on a vu ce qui se passait quand il y avait une racine et quand il y en a plusieurs. Et bien, quand il y en a plusieurs, c'est simple. Imaginons qu'on soit d'abord dans le cas de x. Faisons un peu d'arithmétique, ou on peut faire de l'arithmétique. Ben, on a lambda 1, lambda m, racine de p. Si lambda 1, lambda m sont racines de p, alors ben, x moins lambda 1 va diviser p. Après ça, et x moins lambda 2, etc. X moins lambda m divise p. Mais, ils sont premiers entre eux. Donc, comme ils sont 2 à 2 premiers entre eux, parce que les lambda i sont distincts, ces polynômes-là sont 2 à 2 premiers entre eux. Hein, pour diviser 2 d'entre eux, il faudrait diviser la différence. Donc, il faudrait diviser 1. Donc, il n'y a que 1 qui divise 1. Donc, maintenant, ça veut dire que leur PPCM global, c'est le produit. Quand ils sont 2 à 2 premiers entre eux, le PPCM, voilà, c'est le produit. Et le PPCM, son boulot, c'est de diviser P à partir du moment où x moins les x moins lambda i divisent P. Donc, le produit, ici, divise P. Et réciproquement, c'est une évidence. Hein, j'aurais pu mettre aussi avec, comme j'ai fait ici, avec des équivalences. Voilà. Et en particulier, on voit que m est inférieur au degré de P, puisque lui divise lui. Voilà. C'est valable sur un anneau aussi, mais c'est plus difficile de faire de l'arithmétique sur A de x dont on ne connaît pas bien les propriétés arithmétiques. Donc on peut le faire quand même autrement, parce que A, s'il est intègre, c'est facile de voir, regardez, hein, que, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre P de lambda 1 qui vaut 0, donc P est égal à x moins lambda 1 Q. Donc maintenant, P de lambda 2, ça vaut 0. Donc là, P de lambda 2 vaut 0, mais ça vaut lambda 2 moins lambda 1, Q de lambda 2. Et comme A est intègre, lambda 2 moins lambda 1 est différent de 0 parce que les racines sont distinctes, c'est intègre, donc le fait que ce produit est nul avec ça non nul, ça veut dire que Q de lambda 2 est nul. Q de lambda 2 est nul, donc vous pouvez lui appliquer et factoriser x moins lambda 2, etc., etc. Et à la fin, vous allez avoir cette divisibilité, hein, puisque pour l'instant, on aura démontré que x moins lambda 1 facteur de x moins lambda 2 hein, divisera P. Voilà, donc c'est valable sur un anneau, et vous voyez que c'est important qu'il soit évidemment unitaire et intègre. Voilà. Bien, on continue sur les racines, et là, on va attaquer le problème des polynômes contre fonctions polynômes. Disons que c'est un problème qui arrive quand même pas en lycée, même pas au tout début du supérieur maintenant. C'est un problème qui arrive quand même en licence, de savoir distinguer la notion de polynôme, d'accord, avec la notion de fonction polynôme, pour expliquer un petit peu pourquoi on a fait cette construction. C'est-à-dire, on a fait une construction de polynôme où finalement les monômes x puissance k sont nés pour être libres. Dans les fonctions polynômes, ça ne va pas toujours être vrai. Voilà. Donc c'est ça qui va faire la différence, et c'est ça qu'on va voir là maintenant. Là maintenant, on réorganise ce qu'on a vu tout à l'heure avec un corollaire un petit peu plus fin, soit P dans K de x, et on suppose que P de lambda est nul pour un ensemble de racines, d'accord, lambda de cardinal strictement supérieur à degré de P. Alors quand je parle de degré de P, comme P peut être nul, je dis que le degré de P, il est dans n, mais il peut être aussi égal à moins l'infini. Hein. À partir du moment où on a prouvé que le degré de P était inférieur strictement à un certain n, et qu'on a trouvé n racines, d'accord, alors forcément, c'est que ce degré
il est moins l'infini, c'est-à-dire que P est nul. Voilà. Ça, c'est le corollaire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne le prouve pas parce que c'est une autre façon de dire. Hein. Alors maintenant, la remarque. Si K est un corps fini, alors on peut poser P égale le produit des x moins lambda quand lambda parcourt K, puisque voilà, c'est bien un polynôme, hein, puisque K est fini. Et ce polynôme vaut x puissance q moins x. Finalement, dit à l'envers, c'est une façon de factoriser le polynôme xq moins x sur K. Voilà. Q étant le cardinal, bien sûr, de K, comme d'habitude. Voilà. La preuve est simple, elle va utiliser le corollaire. On pose Q égale par définition P moins le polynôme xq moins x. Voilà. Et donc, comme lui, il est de unitaire de degré P, et que lui est unitaire de degré P aussi, quand on va soustraire, eh ben, ça va être de degré, on ne sait pas combien, mais en tout cas certainement strictement plus petit que Q, donc inférieur ou égal à Q moins 1. Mais maintenant, pour montrer que Q, on va montrer que Q est nul, en montrant que Q possède petit q racine. D'accord ? Et soit lambda dans K étoile, eh ben, on a par Lagrange, parce que K étoile multiplie est un groupe fini, donc lambda puissance Q moins 1, parce que K étoile est le cardinal, K étoile on a enlevé 0, donc K étoile est le cardinal Q moins 1, donc ça fait lambda puissance Q moins 1 est égal à 1, d'accord ? Et maintenant quand on rajoute 0, ben, ça fait lambda puissance Q égale lambda, d'accord ? Je multiplie par lambda des deux côtés pour avoir en plus 0. Voilà. Donc on se convainc que, quel que soit lambda dans K, lambda puissance Q égale lambda. Ce qui veut dire que, quel que soit lambda dans K, ben ça c'est nul, et puis ça, évidemment, c'est nul, par la définition de P. Donc, tous les éléments du corps sont racines de Q. Mais cardinal de K est égal à Q, le degré de Q est inférieur à q moins 1, donc Q est nul d'après le corollaire. Voilà. Ce qui fait que P est bien égal à xq moins x. Voilà, ça c'est des petites preuves très très classiques. Maintenant, ça y est, on va en parler. J'appelle f de k l'ensemble des fonctions polynomiales de k dans k. Ça veut dire quoi, des fonctions polynomiales de k dans k? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir une application phi qui va dans k de k de x dans f de k, justement, qui a un polynôme p associe la fonction polynôme fp. Vous voyez la différence? La fonction polynôme fp, c'est une fonction qui va de k dans k et qui à lambda donne fp de lambda évidemment, mais ce fp de lambda est défini comme étant, je l'ai défini, comme étant égal à p de lambda. Voilà, d'accord? Ça c'est l'évaluation de p en lambda. Bon, donc vous voyez, on va pouvoir les confronter, on va pouvoir regarder qui fait quoi. Ça va être une algèbre, d'accord? On voit que par définition, fk, c'est une algèbre, d'accord? Parce que quand on va prendre une fonction polynomiale, donc un truc de la forme fp, bah, si on fait fp plus fq, ça fait fp plus q, fp fois fq, ça fait fpq, et lambda fp, c'est f lambda p. Donc, en fait, f de k, c'est une algèbre, et par définition, eh ben, phi est un morphisme d'algèbre qui est surjectif, hein, par construction. Maintenant, d'accord, maintenant il n'y a plus qu'à voir qu'il est injectif pour pouvoir dire je confonds polynôme et fonction polynôme. Mais maintenant, donc on a la surjectivité en 1. Maintenant, deuxièmement, eh ben, si k est infini, phi est injective. Ben oui, parce que on regarde le noyau de phi. Le noyau de phi, c'est l'ensemble des polynômes tels que l'image c'est 0, c'est-à-dire tel que, quel que soit lambda, lambda va vers 0. Donc tel que p de lambda est égal à 0, quel que soit lambda dans k. Mais si k est infini, bah, p possède une infinité de racines, et d'après le corollaire, p est nul. Donc on a bien l'injectivité.
Maintenant, si K est un corps fini, le cardinal Q, alors qu'est-ce qu'on peut dire du noyau? Eh bien, c'est l'ensemble des P, tels que P de lambda est égal à 0, quel que soit lambda dans K. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que x moins lambda divise P pour tout lambda, donc le produit, comme on a dit, hein, c'est PPCL. Donc ici, on va avoir le produit, mais ce produit, bah, c'est xq moins x. Donc ça veut dire que ker de phi est inclus dans l'idéal engendré par xq moins x, puisque c'est l'ensemble des multiples de xq moins x. Réciproquement, c'est évident que si on a un multiple de xq moins x, alors, d'après ce qu'on a vu ici, bah, quel que soit lambda, dans K, lambda q moins lambda est égal à 0, donc un multiple de xq moins x, forcément s'annulera en lambda, donc sera dans le noyau. Donc, vous voyez la différence, ça veut dire que maintenant, autant quand on était sur un corps infini, on pouvait confondre polynôme et fonction polynôme. Là, on ne peut pas confondre polynôme et fonction polynôme, mais on peut dire plus. On peut dire que k de x, quotienté par xq moins x, est isomorphe à f de k. Ça, c'est l'isomorphisme canonique. On sait que quand on a un morphisme d'anneau, hein, on a de A vers B, on a un isomorphisme entre A quotienté par le noyau et l'image. Donc c'est exactement ce qu'on a ici. Et voilà, on ne peut pas confondre. On a voulu construire des objets universels, ici ce qu'on appelle des objets universels, pour pouvoir les évaluer. Vous avez vu que le fait que 1x, xn jusqu'à l'infini constitue une base, c'est ce qui nous a permis de bien définir l'évaluation. Ça a été important. On n'aurait pas pu faire ça, en tout cas sur un corps fini, avec des fonctions, puisque là, on a des relations entre les... vous voyez, vous avez xq égale x. Par exemple, si q égale 2, vous avez k, c'est le corps z sur 2z, bah, vous avez la fonction x donne x2, c'est la même chose que la fonction x donne x. C'est les mêmes fonctions polynomiales. En tant que polynôme, x2 et x, c'est pas les mêmes polynômes, d'accord, par construction. Mais là, c'est les mêmes polynômes, puisque là, 0 donne 0, 1 donne 1, et là, 0 donne 0, 1 donne 1. Donc c'est la même chose. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on est en train de dire, et c'est la chose la plus importante du moment. Alors, dans le cadre des polynômes, je voulais qu'on regarde ensemble le résultant. Le résultant, bon, c'est encore borderline au niveau du programme, mais on s'en sert tellement que c'est toujours pareil, c'est bon de ne pas découvrir ça le jour J. Alors, d'abord, je vais rappeler des choses. On prend P et Q, deux polynômes, P de degré m et Q de degré n, donc non nul. Le PGCD de PQ, on va dire c'est D. Donc D, c'est un polynôme unitaire. Alors, entre parenthèses, je précise, hein, D ne dépend pas du corps K. On ne dit pas le PGCD de P et Q sur K. Hein. Ça se dit pas. Parce que, en fait, c'est à partir du moment où P et Q sont sur K, eh ben, le PGCD ne va pas dépendre de l'extension. Hein. Par exemple, vous regardez le PGCD sur Q, ben, ce sera le même PGCD sur R si vos polynômes ils sont sur Q, et ce sera le même PGCD sur C. C'est pas tout à fait intuitif. Hein. On imaginerait, comme il y a plus de diviseurs, on imaginerait que le PGCD soit encore plus grand. Ben non. Donc, regardez juste, j'appelle DK le PGCD de P et Q quand on les regarde sur K, et D indice L, le PGCD de P et Q quand on les regarde sur une extension, hein, c'est-à-dire sur un corps L qui contient K. Ben, il est évident que ben, DK
comme il divise sur K, P et Q, ben, il le divise aussi sur L a fortiori. Donc D divise DL, d'après la propriété de PGCD de DL. Mais inversement, quand vous écrivez l'identité de Bezout UP plus VQ est égal à D, et ben vous voyez donc que cette identité elle est sur K a priori, et DL va diviser P sur L et divise Q sur L, donc divise DK sur L. Voilà. Donc on a une double divisibilité, comme ils sont unitaires, ils sont égaux. Donc voilà, c'est à bien connaître. On ne dit pas le PGCD sur un corps parce que justement ça ne dépend pas du corps. Alors maintenant, donc c'était une chose. Maintenant ce PGCD là, D, il est important de savoir si ça vaut 1 ou pas 1. Et voilà un critère pour dire pas 1. D est différent de 1 si et seulement si il existe deux polynômes non nuls U et V de degré inférieur à n-1, ici de degré inférieur à n-1, tel qu'on peut simplifier P sur Q en U sur V. Bon, c'est presque évident, hein, parce que si D est différent de 1, donc D est de degré supérieur, on factorise P par D, on factorise Q par D, bah, on simplifie et on va avoir U sur V. Donc ça, c'est évident. Réciproquement. Alors pour la réciproque, je vais prendre D égale 1 et je vais montrer que U et V sont forcément nuls. Ben oui, parce que si D égale 1, alors ça veut dire que P et Q sont premiers entre eux. Et quand vous allez écrire PV égale QU, P va diviser UQ, mais P est premier avec Q, et ben, ça veut dire que P divise U, par le lemme de Gauss. D'accord ? Et P divise U, ben, c'est pas possible à cause d'une question de degré, d'accord ? Sauf si U est nul. Et pareil, V est nul. Donc, c'est que ça rentre en contradiction avec cette hypothèse. Donc, on a bien démontré l'équivalence. Voilà. Donc maintenant, alors là, je vais faire juste un petit truc, c'est que je vais remplacer U par moins U, donc quitte à remplacer U par moins U, ce qui ne change pas le degré, ni rien, pour obtenir l'égalité PV plus QU égale 0. Alors, supposons, hein, donc, on va l'écrire, cette proposition-là, on va l'écrire comme ceci, on va prendre phi une application de k de x m-1, croix k de x n-1, donc c'est les polynômes de degré inférieur à n-1, inférieur à n-1, on prend uv, donne k de x n plus m-1, donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n plus m-1, et à uv, on associe pv plus qu. Vous voyez que c'est linéaire, d'accord ? Ça c'est clair que c'est linéaire en U et V, et ce qu'on est en train de dire, c'est que D égale 1, si et seulement si, bah, la seule possibilité pour avoir 0 ici, c'est U égale 0, V égale 0. Comme vous remarquez que c'est linéaire, c'est donc que phi est injective, mais comme vous pouvez remarquer, les dimensions à gauche et à droite sont les mêmes. Là, c'est de dimension m, ça c'est de dimension n, ça c'est de dimension n plus m, et donc on a n plus m à gauche et n plus m à droite, donc c'est de même dimension. Donc dire injectif, c'est dire aussi surjectif, ce qui fait que D est égal à 1 si et seulement si phi est iso. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pas mal. Et maintenant, c'est là où le résultant arrive, c'est que phi est iso si et seulement si bah, la matrice qu'on va trouver dans une base qui va nous intéresser pour là et là, eh ben, va être une matrice de déterminant non nul, une matrice inversible. Alors, regardons un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a comme base? Ben, ici, on a la base canonique, donc on fait, on concatène les bases canoniques, et ici, hein, on va avoir aussi la base canonique. Alors,
dans la base canonique, on va supposer que P, c'est AM xn jusqu'à 0, Q, Bn xn jusqu'à B0, alpha m-1, xm-1 jusqu'à alpha 0, et là pareil avec des bêtas. AM est non nul, Bn est non nul, par contre alpha m-1, bêta n-1 peut être parfaitement nul. Alors quand on va écrire ça dans une base, bah, regardez ce qui va s'écrire. On regarde les termes en x, n plus m moins 1. Et bien là, le terme en x, n plus m moins 1, vous vous convainquez que c'est am bêta n moins 1 pour lui, plus bn alpha m moins 1. Bon, là j'ai mis des égales à 0, ça sert à rien. Le terme en xn plus m-2, ben, vous vous convainquez que c'est am-1 bêta n-1 plus am bêta n-2. Là, ici, là, c'est tout, plus bn-1 alpha m-1 plus bn alpha m-2. Voilà, etc. Bon, voilà. En fait, vous voyez que la matrice de phi dans la base, ça va être cette matrice-là, AM, regardez, AM-1, on va descendre jusqu'à A0, c'est une matrice, attention, n plus m sur n plus m, à partir de A0, vous avez que des zéros, ensuite vous avez 0, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, vous avez AM, AM-1, A0, et après ça continue à descendre d'un cran à chaque fois, jusqu'à ce que ce soit descendu à la nème colonne, à AM, A0. Puis, ici, vous avez Bn jusqu'à B0, qui est en train d'arriver, là, et puis ensuite vous descendez jusqu'à ce que vous soyez arrivé tout en bas. Et vous prenez le déterminant, et donc vous avez ici que phi est iso, si et seulement si, RPQ, qui est le déterminant de la matrice de phi dans la base, dans les bases canoniques qu'on a pris, est différent de 0. Voilà. Voilà le résultat principal du résultant. Et on peut en discuter un tout petit peu plus, ce que je vais faire. Alors, on a des tas de choses à dire sur le résultat, évidemment, mais on va dire juste ici le minimum syndical. Hein. D'abord, il y a le discriminant. D'accord? Delta de P, ça va être le résultant de P et P'. Ça veut dire qu'il est nul si et seulement si P et P' ont un diviseur commun, et donc un PGCD qui est différent de 1. Voilà. Alors, maintenant, comme on a vu que ce PGCD il était indépendant de l'extension choisie, on peut aller chercher dans une extension, bon, par exemple, on est sur Q, et puis on va aller chercher dans C des racines. Et donc, ça veut dire que ici, D, maintenant, étant donné qu'il est différent de 1, il va être de degré, donc strictement supérieur à 0, donc il va avoir des racines. Et les racines de D sont des racines communes à P et P', donc ça implique, et c'est logiquement équivalent, à il existe alpha dans l'extension, donc imaginez sur C par exemple, tel que P de alpha égale 0, mais aussi P' de alpha égale 0, d'accord? Puisque D divise P et D divise P', donc toute racine de D est à la fois racine de P et de P', or D va avoir des racines. Voilà. Donc ça veut dire que P a des racines multiples, quitte à prendre une extension. Donc maintenant, inversement, comme c'est logiquement équivalent, si on voit que delta de P est différent de 0, alors P n'a que des racines simples, quitte à aller dans un corps algébriquement clos, ou C si vous préférez. Alors, regardons le discriminant pour les choses qu'on connaît bien. AX2 plus BX plus C, le discriminant, ça va être le déterminant finalement. Donc le polynôme, c'est AX2 plus BX plus C, et l'autre, c'est la dérivée, c'est 2AX plus B. Donc on met 2A plus B, donc ça va être, donc on a du degré 2,
ici on a du degré 1, ça fait une taille 3, 3. Donc on met ABC, 2AB, 2AB0, 0, 2AB. Par la règle de Sarus, bah c'est logique, on a le discriminant B2-4AC. Et puis le A, bon le signe, on n'est pas censé s'y attendre, mais le A est important. Parce que si A était égal à 0, il n'y aurait pas évidemment ce discriminant-là, ce serait autre chose. Maintenant, je vais prendre P, qui a une forme un peu travaillée, d'accord? On l'a rendu unitaire de degré 3, mais avec le deuxième terme, quitte à faire un changement de variable, une translation, le terme en x2 a disparu. Donc finalement, c'est un espèce de prototype quand même, sur lequel on peut travailler de polynôme de degré 3. Et on regarde le discriminant. On a donc 1, 0, P, Q. La taille, ça va être 3 plus 2, 3 plus 2, donc 5. Donc une matrice 5, 5. 1, 0, P, Q, 0. 0, 1, 0, P, Q. Ensuite, on dérive, 3, 0, P, 0, 0, 0, 3, 0, P, 0, et 0, 0, 3, 0, P. Et en fait, quand on calcule là, on tombe sur moins 4P3, moins 27Q2. Donc, voilà, on sait que ce polynôme n'aura pas de racine double, tant que ça, c'est non nul. Oui, on va prendre P et Q unitaires dans Z de X. Ça va faire que P et Q, comme ils sont unitaires, on peut les regarder modulo petit p, un nombre premier. Donc là, on est dans Z sur PZ de X. Et ça reste de même degré, parce que comme ils sont unitaires, 1, il n'est pas devenu nul modulo P, 1 reste 1, et donc ça reste unitaire, ça assure qu'on a le même degré. Donc ça assure que quand on va faire R de PQ, bar, comme R de PQ c'est un déterminant, d'abord R de PQ, vous voyez que puisque P et Q sont dans Z de X, R de PQ ça va être le déterminant d'une matrice à coefficient dans Z, donc ça va être un élément de Z, donc on peut en prendre le résidu modulo P, et donc on a R de PQ bar égale R de P bar Q bar, d'accord? Parce que le déterminant c'est un polynôme, donc on peut mettre des barres partout, ici, et distribuer les barres. Voilà. Maintenant, ça va être important, parce que, regardez, ce qu'on regarde dans un résultant, c'est est-ce que c'est 0 ou pas? Bon. Et bien, ici, si c'est 0 dans Z, alors ce sera 0, quel que soit P. Voilà. Donc, ça veut dire que si deux polynômes unitaires ont un diviseur commun, forcément, ils vont avoir un diviseur commun, modulo P, quel que soit P. Maintenant, on va aller plus loin. Si P est dans Z de X, on suppose qu'il est unitaire de degré n, d'accord? Et P ne divise pas n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le degré de P, c'est n. Le degré de P', évidemment, c'est n-1. Le degré de P bar, ça reste n parce que P est unitaire, d'accord? Et il aurait pu s'annuler, d'accord, modulo P. Et le degré de P' bar, c'est bien n-1 parce que c'était, d'accord, vous aviez le terme xn de P est devenu le terme n xn-1 ici, et P ne divise pas n. Ça, c'est non nul. Voilà. D'après ce qu'on a dit, delta P bar, c'est delta P bar, ici. Ce qui veut dire que si P a des racines multiples, ce qui veut dire delta de P égale 0, donc ça veut dire que delta de P bar égale 0 bar, donc 0, le nul, donc delta de P bar va être égal à 0. Donc P bar aura des racines multiples tout le temps, modulo P. D'accord? Maintenant, si P n'a pas de racine multiple, alors ça c'est non nul, mais ça ne veut pas dire que quand on met un bar dessus, ça va être non nul. Parce que ça peut être un multiple de P. Mais, regardez, c'est là où c'est intéressant de vraiment calculer delta de P, et pas de savoir juste s'il est nul ou non nul. Le calcul fin de delta de P est important, parce que delta de P, on va regarder, ça va être un entier, il va se décomposer
en premier, et tous les premiers p, petit p, qui divisent delta de p, donc tel que delta de p est nul modulo petit p, et ben, ce seront tous les premiers petits p tels que p bar aura des racines multiples modulo petit p. Et en fait, il y en a un nombre fini, ce qui veut dire que p bar n'aura pas de racines multiples, sauf pour un nombre fini de p, ce sont les petits p qui divisent delta de p, d'où l'intérêt non seulement de regarder si delta de p est nul ou pas, mais de regarder combien vaut delta de p, quelle est sa décomposition en nombre premier, en arithmétique, c'est important. Voilà, il est largement temps d'attaquer le délicat problème des relations entre coefficients et racines. Alors je dis délicat parce que, bon, il n'est pas délicat en soi, mais on voit bien quand on est sur ce chemin-là que ça peut facilement dériver vers des théories un peu complexes comme la théorie de Galois, et qu'on a envie de dire plus que ce qu'on dit là. Mais ce qu'on va écrire reste, ça reste des choses très très raisonnables. Alors, on prend un polynôme à coefficient dans un anneau, unitaire, intègre, hein, tout ce qu'on veut, et bon, on pense à z, mais on peut penser à être sur un corps, mais bon, quand on dit un anneau, c'est beaucoup plus général, hein, donc on peut travailler sur un corps, mais a priori, on pourra travailler sur z. Alors, le polynôme, il est unitaire, comme ceci, et on prend des racines, on choisit ces racines, alors si c'est z, on peut aller les chercher donc jusque dans C, s'il le faut. Lambda n, ces racines, que l'on compte avec multiplicité, de sorte à ce que, vous le savez, comme les polynômes x moins lambda i avec multiplicité, hein, donc puissance mi, sont premiers entre eux, et qu'il y a une divisibilité, et ben, il y a divisibilité par le produit, et comme là à gauche c'est unitaire, et là c'est unitaire de même degré, il y a égalité. Donc on a deux versions du polynôme, hein, une version qui est une version développée par l'unicité finalement de la décomposition, hein, on sait qu'on a une base, et une version factorisée, ça qui nous vient de l'arithmétique des polynômes. Maintenant, c'est fait pour, on peut identifier. Puisqu'on peut identifier, eh ben, on va avoir quoi? Je vais regarder le terme en x puissance n-k, d'accord? Alors, à gauche, ça va être a indice n-k, alors k, hein, il va de 1 à n, parce que là, c'est pas la peine. Donc, a n-k, ça veut dire qu'on a x puissance n-k, c'est-à-dire qu'on va choisir x n-k fois quand on va développer ici. D'accord? Mais choisir x n-k fois, oui, ça revient à choisir les lambda i k fois. Donc on va choisir k lambda i, c'est ordonné ici, hein, d'accord? Donc de lambda i1, lambda i2, lambda ik avec i1 strictement plus petit que i2 strictement plus petit que ik, et allant de 1 à n, et on va faire la somme de ça, et il va y avoir un moins 1 puissance, bien sûr, k, ici, qui arrive. D'accord? Donc en identifiant les termes en x puissance n-k, on obtient cette égalité qu'on appelle la relation coefficient-racine. Et qu'on appelle aussi, ici, c'est moins 1 puissance k, il apparaît quelque chose d'intéressant, c'est un polynôme en les racines, d'accord? Un polynôme à plusieurs variables, hein, en les racines, qu'on va appeler E indice k. D'accord? Alors, regardons un petit peu ces E indice k et ces égalités obtenues. Et pour k égale 1, E1, ça va être tout simplement la somme des racines, lambda 1 jusqu'à lambda n, et en passant moins 1 de l'autre côté, moins 1 puissance 1, hein, on va avoir moins an moins 1. Ensuite, pour k égale 2, on va avoir la somme des racines prises 2 par 2, d'accord? Donc, il y en a 2 parmi n, hein, des sommes de lambda i, lambda j,
et ça fait AN-2. Vous voyez cette alternance de signes. Et enfin, bon, alors après, c'est pareil, hein, c'est pas la peine d'écrire. Et à la fin, on a lambda 1 jusqu'à lambda n, le produit des racines, d'accord? Là, il n'y a qu'une seule possibilité. Le produit des racines, eh ben, ça fait moins 1 puissance n à 0. Hein, c'est ce qu'on obtient. En fait, c'est ce qu'on obtiendrait si on devait poser grand X, évaluer grand X en 0. Voilà. Donc, voilà ce qu'on appelle les relations coefficients-racines. Mais maintenant, ces polynômes en les racines sont arrivés avec leur évaluation. On peut les regarder non évalués en les racines et directement comme des polynômes à n variables. C'est-à-dire que je vais poser EK de grand X1, grand Xn, ou EK tout court, comme étant la somme des xi1, xik, hein, pour tous ces i1, ik ordonnés entre 1 et n. Et c'est ce qu'on appelle donc les polynômes symétriques élémentaires, d'accord? Ils sont particulièrement, parmi les polynômes symétriques, ils sont particulièrement intéressants, on va voir pourquoi. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un polynôme symétrique? Bah, c'est un polynôme, vous voyez, où quand on permute les variables, on obtient exactement la même chose. Comme par exemple la somme, ici, vous pouvez permuter les variables comme vous voulez, à la fin, vous obtenez la même chose. Bon, on sait que comme Sn est engendré par les transpositions, ça veut dire que permuter les variables, il suffit de pouvoir permuter 2 par 2 les variables, et si vous, en permutant les variables 2 par 2, vous obtenez la même chose, alors, pour toute permutation, vous savez que vous allez obtenir la même chose. Voilà. Alors, pourquoi les EK sont importants? Plus que d'autres polynômes symétriques, on va le voir. Voilà. Donc, le théorème, c'est ça. Tout polynôme symétrique P de Z de x1, xn, alors, vous remarquez que le théorème est sur Z, attention, hein, s'il est sur Z, ça veut dire qu'il est très fort, plus que s'il était sur C, en fait. Et P ici, dans Z de x1, xn, symétrique, donc qui a cette propriété d'être symétrique, hein, donc on écrit pour les polynômes symétriques, dire qu'il est symétrique, on met une puissance Sn ici, hein, on n'a pas une puissance, c'est un indice supérieur. Il s'écrit de manière unique, P égale Q de E1, E2 jusqu'à En, avec un Q dans Z de Y1 jusqu'à Yn. Voilà, alors je vous donne tout de suite un exemple. On va partir du polynôme symétrique x1 carré plus x2 carré jusqu'à xn carré. Ben, il est bien symétrique, vous pouvez permuter les xi comme vous voulez, et c'est symétrique. Et ben, c'est égal à x1 plus jusqu'à xn le tout carré, d'accord? Bon, et ensuite, quand vous allez développer ça, vous voyez que vous allez obtenir ça, mais vous allez obtenir des termes en trop, vous les enlevez, il se trouve que c'est 2 fois, il faut enlever 2 fois le produit des xi, xj. Eh bien, ça veut dire que ce polynôme, qu'on appelle la somme de Newton S2, d'accord? Ça va être la somme de Newton, S2, c'est E1 carré moins 2E2, d'accord? Vous voyez un peu l'homogénéité, hein? E1, mais il est au carré, parce que lui, il était de degré 1, hein, et ici, E2. Donc, E1 carré moins 2E2. Ça veut dire ici que l'unique polynôme Q qui est assuré par le théorème, eh bien, Q, c'est Y1 carré, d'accord, moins 2Y. Voilà. Et il est bien sur Z. Q est bien sur Z. C'est ça qui est important. Voilà. Donc là, c'est un théorème, il n'est pas difficile à prouver, il est juste pénible à prouver. Pour montrer l'existence, hein, on est obligé de faire une récurrence, de mettre sur cet anneau de polynôme, de mettre une graduation, et puis regarder des monômes, c'est une graduation avec un ordre lexicographique sur les xi, et puis regarder le plus grand monôme dans P, et puis montrer que ça marche pour ce plus grand monôme, et puis descendre dans cet ordre lexicographique. Bon, ça passerait pas très bien comme ça sur un petit tableau, et puis comme ça même à l'oral, vaut mieux le voir écrit, mais bon, généralement c'est pas quelque chose sur lequel
on vous questionnera trop à l'oral, je pense pas. Mais maintenant, regardons. S1, c'est la somme des xi, d'accord? SK1, c'est la somme des xi puissance k. Et S1, c'est donc la somme des xi puissance 1, donc la somme des xi, bah, c'est E1. Mais S2, c'est E1 carré moins 2 E2. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Eh bien, vous voyez que E1, ça veut dire que c'est S1. Mais E2, bah, c'est, disons, 2E2, c'est S1 carré moins S2, puisque S1, c'est E1. Donc E2, c'est égal à 1 demi de S1 carré moins 1 demi de S2. Et ça, là, on voit que si on veut prendre comme générateur, donc voilà, hein, en gros, le mot est lâché, hein, les EI sont des générateurs hein, d'algèbre ou d'anneaux, hein, des polynômes symétriques, et ce sont des générateurs qu'on appelle algébriquement indépendants, c'est ce qui est, donc générateur, c'est s'écrit, et algébriquement indépendant, c'est de manière unique, mais les SI vont aussi jouer le rôle de générateur. Ils peuvent être algébriquement indépendants, mais par contre, l'existence, elle ne va pas être sur Z. Vous voyez, on a dû diviser par 2, et donc, en fait, on est sur Q. Donc, ces polynômes symétriques, ils sont importants. Pourquoi? Ben, ils sont importants parce que dès que j'ai une expression en les racines, je suis assez embêté parce que déjà j'ai fait des erreurs en calculant les racines. Hein, mais en plus de ça, je vais devoir faire des calculs sur ces racines sur lesquelles j'ai fait des erreurs. Donc je vais engendrer d'autres erreurs. D'accord? Si je peux regrouper des polynômes symétriques en les racines, alors je retombe sur les coefficients. Et les coefficients, il y a moins d'erreurs sur les coefficients. A priori, voilà. Imaginons que P est entier, voilà. Il n'y a pas d'erreur sur les coefficients. Donc, c'est important de regrouper les choses en polynômes symétriques à cause de ce théorème. Et élémentaire, parce qu'on reste sur Z. Si on est parti de Z, on arrive à Z sans diviser. Voilà. Entre autres, on peut être sur un corps de caractéristiques P et ça va rester générateur alors que lui ne sera plus générateur. Voilà. Ok, on va passer maintenant aux identités de Newton. Donc voilà les fameuses identités de Newton. Ce sont des relations entre les polynômes de Newton, les SK, les sommes de Newton, hein, et les EK, les polynômes symétriques élémentaires. Il est normal qu'il y ait des relations qui vous donnent SK en fonction de EK et que ces relations sont un coefficient dans Z. Il n'y a pas de fraction, en quelque sorte. Voilà. Bon, allons-y. Eh ben, vous voyez, comme d'habitude, on va appeler la matrice compagnon. On pourrait le faire parfaitement en restant dans le monde des polynômes, mais bon, on va dire qu'une année d'agrég, c'est toujours bon de faire du transverse, parce que finalement, c'est un peu ça la règle du jeu. Hein. Alors, allons-y, on pose P, le polynôme, le produit des x moins lambda i, et A, la matrice compagnon de CP, de sorte à ce que qui A est égal à P. Vous allez me dire, pourquoi prendre la matrice compagnon? Si on veut que qui A soit égal à P, il suffit de prendre la matrice diagonale avec des lambda i sur la diagonale. Oui, mais regardez l'avantage, c'est que si P appartient à Z de x, par exemple, eh ben A, qui est la matrice compagnon de P, restera dans Z, alors que l'autre matrice diagonale, elle est jolie, elle est diagonale, mais elle n'est plus dans Z. Donc on perd des propriétés d'anneau et c'est bien dommage. Donc, regardons, et on va appliquer le théorème de Cayley-Hamilton, d'accord? P de A est égal à 0, puisque P, c'est le polynôme caractéristique de A. Je l'écris. Bon, les AI, c'est les coefficients de P, hein, donc P,
bien qu'il est unitaire. On a AN plus AN-1, grand AN-1, plus etc. jusqu'à A1A, A0 identitaire. Matrice identitaire. Bon, égale 0. Et donc maintenant, eh ben, je vais appliquer la trace. J'applique la trace, c'est la trace de A puissance n, donc la trace est linéaire, hein, donc j'ai la trace de la puissance n, plus AN-1, la trace de AN-1, etc. Et juste à la fin, je vais avoir A0 fois la trace de l'identité, c'est-à-dire n. Bon, maintenant, hein, qu'est-ce que c'est que la trace de A puissance k? Eh bien, vous remarquerez que A est semblable à la matrice triangulaire avec des lambda i sur la diagonale. Donc AK, forcément, est semblable à la matrice triangulaire avec des lambda i K sur la diagonale. Ce qui va faire que la trace de AK, bah, c'est la trace aussi de cette matrice. La trace, c'est un invariant de similitude. Et donc, c'est la somme de Newton, la somme SK qui est ici. Donc, finalement, là, je peux remplacer par Sn, plus AN-1, Sn-1, etc., jusqu'à A0, S0. Oui, parce que n, c'est naturel que ce soit S0, puisque ça va être la somme des lambda i puissance 0. Donc, c'est des 1 ici, et puis, donc ça fait, il y a n1, donc on va mettre un n ici. Bon, alors maintenant, ça va nous faire cette formule ici, qui est bien agréable, et Sn, maintenant, étant donné que le polynôme P, il est unitaire, eh ben, on peut remplacer AN-1 par moins E1, AN-2 par plus E2, avec l'alternance de signes, d'accord, jusqu'à A0 par moins 1 puissance n, En. Donc, vous voyez que ça va faire que Sn s'écrit en fonction des EI, et des Sn, d'accord, moins 1. Alors, il y a quand même encore quelque chose à dire, c'est pas tout à fait fini, on a l'impression que c'est terminé, mais il y a encore une petite variante à la fin. On va d'abord donner un exemple. On est à deux variables, donc n est égal à 2, donc je peux avoir S2, donc deux variables, lambda 1, lambda 2, ou x1, x2, hein, d'accord, si on veut que ce soit des indéterminés. S2, c'est donc ici, E, c'est égal à, en passant de l'autre côté, E1 fois E1, donc E1 carré, parce que S1 c'est 1, ça on passe de l'autre côté, donc moins, et bon, on est déjà arrivé, hein, 2 E2, parce que S0 égale N, donc ça fait 2, et ici on va avoir E2. Donc on retrouve la formule qu'on avait tout à l'heure, et on aurait, avec trois variables, S3 égale E1, S2, moins E2, S1, plus 3, E3. Voilà, c'est ce que nous donnent les identités de Newton. Mais maintenant, regardez, là, si je veux avoir S3 en fonction des EI, d'accord, il me faut S2 en fonction des EI. Vous allez me dire, on l'a là, mais non. Là, on l'a à deux variables. Il nous le faut ici à trois variables. Donc, il faut ajouter des variables. C'est-à-dire que cette identité de Newton, c'est une identité particulière pour obtenir la somme de Newton, Sn, où n est exactement le nombre de variables. Donc maintenant, il faut faire encore un dernier petit effort, bon, mais en même temps c'était que du plaisir, hein, et différencier k, c'est-à-dire sk, parce qu'on va chercher sk, la somme de Newton sk, et n, le nombre de variables. Donc on va dire qu'on est à n variables. Eh bien, l'identité de Newton, c'est que sk est égal à E1, donc, comme on voit, hein, sk-1, moins E2, donc cette alternance de signes sk-2, bon ben voilà, hein, et on s'arrête évidemment à En, parce que après En, il n'y a pas En plus 1, puisque il n'y a que n variables, jusqu'à moins 1 puissance n, donc En sk-n. Alors, si k est égal à n, c'est exactement les identités de Newton. Si k est supérieur à n, donc il suffit de poser xk jusqu'à x n plus 1 égale 0, tout ça égale 0.
et ça va nous donner une identité à n variables avec sk. Donc finalement, ça, c'est pas difficile quand k est supérieur à n. Maintenant, si k est inférieur à n, alors là, c'est un peu plus astucieux, d'accord? Mais pareil, étant donné que k, voilà, c'est vraiment une astuce, hein. Étant donné que k est strictement plus petit que n, ici, ce sera de degré k, là, ici, ce sera de degré k, et si on regarde, ce qu'il faut, c'est que chaque monôme ici, à gauche, corresponde à chaque monôme, à son monôme correspondant ici, à droite. Et ces monômes sont de degré k. Étant donné qu'ils sont de degré k, il va y avoir impliqué que au plus k variables. D'accord? Il suffit de poser les n-k autres égale à 0, d'accord, pour se ramener à la même formule avec cette fois-ci n égale k, puisque on a éliminé n-k variable. Donc ça veut dire que, étant donné que pour n égale k, eh ben, la formule est vraie, eh ben, ça va vouloir dire que le monôme, tous les monômes qu'on aura à droite seront égaux au monôme qu'on aura à gauche. Donc ça, c'est une jolie astuce, hein, bon, vous réfléchissez un petit peu à ce truc-là, c'est peut-être pas évident comme ça à le penser, c'est plus facile à le dire comme ça qu'à l'écrire précisément, mais c'est ça l'idée. Voilà, donc ça, c'est les identités de Newton, et donc, si k est inférieur à n, évidemment, ça n'aura plus de sens, hein, donc il faudra tronquer la formule à partir jusqu'à S0, hein, évidemment. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, donc ce sont les identités de Newton. Voilà une application amusante et assez classique. On vous donne à résoudre un système en x, y, z, hein, dans C, et la somme, ça fait 1, la somme des carrés, ça fait 21, la somme des inverses, ça fait 1. Voilà, donc comment on aborde ça? Bah, on remarque que les expressions sont toutes symétriques, d'accord? Ça généralise, si vous voulez, les systèmes que je faisais au lycée, où on nous demandait la somme et le produit, et puis on nous donnait la somme et le produit, il fallait trouver les nombres. Voilà, là, ça généralise à 3 variables. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ici, on reconnaît la fonction E1, la fonction symétrique E1. Là, on reconnaît la fonction symétrique S2, donc elle s'écrit E1 carré moins 2E2, d'accord? Donc ça fait 21. Et là, bah, c'est la somme. Ici, vous voyez que quand vous réduisez au même dénominateur, vous avez E2 au numérateur et E3 au dénominateur, donc E2 sur E3 égale 1. Voilà, donc maintenant c'est facile parce que E1 ça fait 1, E2 bah, ça va faire moins 10, hein, d'accord? Donc 1 au carré moins 21 sur 2, et E3 bah, c'est pareil, c'est moins 10. Alors attention, ça veut dire que x, y, z sont solutions du polynôme grand X moins petit x, facteur de grand X moins petit y, facteur de grand X moins z, d'accord? Et ce polynôme, on en a la version développée, d'accord? Ça c'était la version factorisée. On en a la version développée si on connaît les polynômes symétriques élémentaires. Donc il y a une alternance de signes, ça fait x3 moins x2, d'accord? À cause du moins là, moins 10x, et là, moins, donc plus 10 égale 0. Bon, voilà. Donc on tombe finalement de cette recherche de solution à la recherche de racine de ce polynôme. D'accord? Bon, alors évidemment, comme dans toutes les belles histoires de la grecque, ça se termine bien. Parce que on est en degré 3, mais il y a une racine évidente, c'est 1. Donc on met x-1